Bonjour à tous. C'est intéressant ce film parce que il a été fait il y a 4 ou 5 ans, je crois, à peu près. Là, c'est quand on a monté ce GI2E, là, à Gris-Valeur, en fait, c'était pour essayer de résister au changement climatique. C'était ça le sujet de départ. C'est-à-dire comment nous, on voit bien que ça nous secoue le climat, et cette année, ça a été une année particulièrement éprouvante pour ça. Et on s'est dit, il faut absolument trouver des systèmes pour résister à ces changements climatiques et pour essayer aussi de trouver une agriculture qui impactait le moins possible. Donc on a monté ce GI2E là, c'est réuni des éleveurs, des céréaliers, voir si on pouvait faire des complémentarités, tout ça. Et voilà, c'est ce petit film qui était sorti. Donc vous avez vu, j'étais intervenu un petit peu au début. Bon, donc finalement, voilà, je n'ai plus grand chose à dire, hein, c'est fait. Et il y avait un jeune aussi là, le dernier qui a parlé, je crois, Tristan Delporte. Je ne sais pas si vous avez retenu son nom là, mais c'est lui que j'ai installé chez moi en fait. C'est-à-dire quand il est arrivé il y a 4 ou 5 ans sur la ferme, il voulait s'installer, mais pas de terre, pas d'argent bien sûr. Donc comment on fait? Et donc j'ai proposé de venir chez moi, s'installer avec son troupeau. Moi je cherchais de la fertilité des sols, lui il cherchait à s'installer. Je trouvais que c'était des bons compromis. J'ai acheté quelques animaux parce qu'il n'avait pas trop d'argent non plus. Donc voilà, c'est quelque chose qui a marché. Il est resté 3 ans en fait chez moi. Oui, c'est vrai, 3 hivers entiers. Et puis après, il a voulu voler de ses propres ailes. Il s'est installé, enfin il était installé bien sûr, mais bon, il a pris son indépendance. Donc voilà, il est parti de son côté. Et puis moi, il a fallu que je trouve d'autres solutions après. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, hop. Oui, là c'est la deuxième diapo. C'est juste pour mettre le titre. Bon, revenons à nos moutons. On a trouvé ça sympa comme titre. Bon. Voilà. Bon, ça c'est juste pour situer la ferme. Alors la ferme, c'est pas. Je vais essayer juste de vous décrire un petit peu ce qui se passe. Hein. La ferme, elle n'est pas située dans le Pays Basque comme avec Félix, là. Elle est plutôt située dans le nord du département, vers Condom. Et on n'a pas tout à fait la même pluviométrie, ni les mêmes contextes pédoclimatiques. Voilà, c'est plutôt 600 ou 650 mm d'eau, mais il n'y a pas d'irrigation. C'est vraiment du coteau sec, c'est champ, assez érodé. Voilà, donc des fois, on a quand même quelques difficultés pour produire aussi. Et si vous voyez là, c'est une espèce de cercle que j'ai fait parce qu'il y a 200 hectares, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, la ferme avec les animaux, elle s'étend sur le territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis entre 25 et 30 km autour de la ferme. C'est-à-dire, je suis chez moi, bien évidemment, mais pas assez encore, parce que je n'ai pas encore implanté toutes les structures pour accueillir les animaux. Et après, quand il n'y a pas grand-chose à manger ou quoi, je m'en vais à l'extérieur, et ça fait finalement, c'est un peu à l'échelle du territoire que ça se passe. Et puis là, il y a une flèche qui va là, parce que il y a une extension de la ferme, j'appelle ça vraiment une extension de la ferme, qui se trouve dans les Pyrénées, sur une estive, comme l'a présenté Didier Buffière, là dans le petit film, le directeur du CRPGE du 65, parce qu'effectivement, c'est vraiment, ça paraît bizarre au début, mais c'est vraiment une extension de la ferme, puisque finalement, l'estive, on l'a aussi sur le dossier PAC, et c'est comme si on avait des terres en montagne, finalement, qu'on utilise ponctuellement ou quoi, mais je trouve ça intéressant, et c'est aussi complètement indispensable dans le système que j'ai mis en place, que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Alors, hop. Bon, mais ça, je ne vais pas y revenir dessus. C'est un peu les moteurs, hein, on l'a vu tout le temps. C'est ce qui se passe partout. Voilà, hein, l'érosion. Installation en 98, en bio directement. Et justement, pour essayer d'éviter ça, assez rapidement, j'ai mis en place tout un tas de choses que l'on connaît. Hein, fait, tout ce qu'on peut mobiliser, du moins ce que j'en ai compris, c'est-à-dire la couverture du sol, le moins de mécanisation possible, donc un peu de semi-direct, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'en bio, j'y arrive pas, hein, donc c'est très clair. C'est juste sur les cérales, c'est du déchômage, un coup de déchômeur rapide, un coup ou deux, en fonction, voilà, en gros c'est ça, et un semis, et pas d'autres interventions jusqu'à la récolte. J'essaie d'avoir le minimum d'intervention, et pas d'intrants non plus, pas d'engrais notamment. Depuis 2004. C'est-à-dire que depuis 2004, il n'y a pas du tout d'engrais qui est rentré. Et donc, grande culture sur 200 hectares depuis cette période-là, dans ces conditions-là. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir très fort aux couverts végétaux et à la fertilité des sols. C'est vraiment une des problématiques. Voilà. Donc, on a mis, comme je vous ai dit, les couverts, on a planté des haies, on a fait l'agroforesterie pour essayer de garder l'eau, etc. Voilà, on fait des céréales
à faible besoin. Ça, c'est du petit épeautre, par exemple, que vous connaissez tous, qui pousse sans rien, presque. Si on lui met quelque chose, il se couche de toute façon. Donc voilà, on essaie de travailler ce type de céréales. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'au bout d'une vingtaine d'années, malgré l'activation de tous ces systèmes-là, légumineuses un peu partout, des couverts végétaux, essayer de pas trop mécaniser, etc. Et bien en fait, soit c'est le climat, soit c'est moi, soit c'est le sol, je sais pas, mais malgré tout, j'observe quand même des rendements qui plafonnent, quoi. Malgré tout ça, tout ce qui est activé, en fait, toujours sans intrants, hein, n'oubliez pas, les rendements plafonnent, voire baissent même, il faut bien l'avouer. Alors une année il fait trop chaud, une année il fait trop froid, une année il a plu au mois de janvier, une autre année il y a toujours un truc pour pas faire une bonne récolte. Mais c'est quand même un peu la réalité. Alors là, du coup, je me pose vraiment des questions sur le système. C'est qu'un système en bio depuis 20 ans, sans intrants, en fait, en essayant d'activer pourtant tout ce qu'on connaît, en fait, hein, même si on peut toujours s'améliorer, etc. Voilà, il y a toujours, tout est perfectible. C'est quoi les solutions, quoi? Alors, est-ce que c'est pas un problème de... On a quand même augmenté d'un point le taux de matière organique, malgré tout. Il y a des choses qui sont faites, qui vont dans le bon sens, mais ça suffit pas. Donc, la réflexion, c'est comment est-ce qu'on fait, quoi. Et par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin, etc., ben oui, ça paraît évident. L'élevage, ça paraît évident. Mais on est dans un milieu céréalier, plus d'éleveurs sur la commune, plus d'éleveurs sur les communes environnantes, à part quelques volailles, mais ça n'a rien à voir, donc c'est complètement différent. Donc ça veut dire plus de rien, hein, plus de veto, on en a parlé, plus de compétences, plus de pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que au départ, je suis parti avec Tristan, le jeune que vous avez vu tout à l'heure, pour l'installer. Vraiment, mon idée, le Daniel le disait tout à l'heure, c'était vraiment de pas intervenir, quoi. C'est-à-dire, il y arrive avec son élevage, et il se débrouille, en gros. C'est lui qui gère de A à Z. Ça a marché pendant 2 ans, mais bon, c'est vrai que c'est quand même compliqué de faire marcher les systèmes sans y être un peu impliqué. Parce qu'il faut que l'éleveur comprenne aussi notre métier de céréalier. L'idée, c'est que les animaux soient toujours au maximum dans les cultures, dans les parcelles, en fait. Et donc, il faut que l'éleveur comprenne qu'à certains stades, il ne faut pas aller dans le blé, parce qu'autrement, ça va nous poser problème à nous, ou il ne faut pas aller dans la févrole, ou il ne faut pas aller à tel endroit, ou etc. Et puis nous aussi, il faut qu'on comprenne, le céréalier, il faut qu'il comprenne qu'attention, les stades, voilà, la brebis, elle a besoin de plus d'alimentation à ce moment-là, d'une alimentation riche en azote, enfin, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Et je pense que s'il n'y a pas un minimum de connaissances des deux milieux, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, ce que je vous ai pas dit, oui, c'est que l'élevage du coup qui a été choisi un peu forcé, mais choisi quand même, c'est que c'est un élevage dans plein air intégral, c'est-à-dire il n'y a pas de bâtiment, et même pâture intégrale, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il n'y a même pas de foin qui est fait sur la ferme. Voilà, cette année, on est passé même sans foin. Ça veut dire que c'est vraiment qu'à la pâture. Ça veut dire que... Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais fait quelques simulations. Pour installer un atelier au vin sur une ferme comme la mienne, il me fallait entre 4 et 500 000 euros. Voilà. Donc, et là, aucune banque m'aurait prêté. Elles auraient eu raison. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc comment est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il faut se débarrasser de la stabulation, il faut se débarrasser du hangar qui permet de stocker le foin, il faut se débarrasser de tout le matériel de fenaison. Et il reste plus grand chose, il reste que les dents de la brebis pour se débrouiller avec les parcelles, quoi. En gros c'est ça. Bon, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc un troupeau de brebis allaitant, race rustique, tarasconnaise, on en a parlé tout à l'heure vite fait. Et tout le temps dehors, alors ça te pose des problèmes d'adaptation, etc. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure aussi. Voilà. Et il y a un truc qui se passe aussi, c'est qu'on a fait les bargenettes en céréales. Donc on a fait les margenettes. Alors la margenette c'est quoi, hein, les margenettes c'est une marge où on met tout. C'est-à-dire c'est pas du tout une marge brute, c'est une marge où dedans on a la main d'œuvre, on a toute la mécanisation, on a la compta, la MSA, enfin tout, quoi. Et là on se rend compte que ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a des points morts, c'est-à-dire des rendements en dessus duquel on gagne de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, et des rendements en dessous duquel on perd de l'argent. Et là, je me suis rendu compte, comme Jean-Christophe Badi qui a parlé tout à l'heure, que les cultures d'été, on perd de l'argent tout le temps.
dans mes conditions de coteaux, séchants, dans le Gers, nord du Gers, etc. Là, c'est une année sur 5 qu'on équilibre. Voilà, culture d'été. Donc on va dire, bon, on va commencer à réduire un peu. Et puis il y a des parcelles, en fait, même en petite épeautre, même en céréales, en fait, qui ont très peu d'exigences, etc. En fait, on perd de l'argent une année sur 2, ou enfin voilà, ou 2 années sur 3 même. Donc il y a des parcelles, en fait, où on gagne jamais d'argent sur les trucs. Et ça représente chez moi à peu près 20% de la surface, une quarantaine d'hectares quand même. Donc c'est tous les hauts de coteaux en règle générale. J'ai tiré en travers des traits, je dis j'arrête de perdre de l'argent. Et grâce à la DDT et à la PAC, ou à la PAC et à la DDT, je ne sais pas à quel ordre on peut le mettre, enfin à l'Europe, maintenant je ne perds plus d'argent sur ces coteaux puisque je n'y vais plus, je mécanise plus, je ne mets plus du tout d'argent dessus. Par contre, je touche des ICHN dessus. J'ai la chance d'avoir une commune qui est sur un secteur dans lequel j'ai des ICHN. Et donc, les animaux y passent, bien évidemment. Ça sert de nourriture pour les animaux à certaines périodes de l'année. Mais c'est dans un endroit où il ne pousse pas de blé, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne va pas pousser beaucoup d'herbe. Hein. Les hauts de coteaux secs, en fait, voilà. Donc aujourd'hui, il y a très peu de production d'herbe, mais il y en a quand même. Et j'espère qu'en 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, ça va devenir de plus en plus productif. Et le fait de les passer en animal comme ça, eh bien, effectivement, ça me génère quelques aides. Après, les animaux, ben, ils sont, comme je vous ai dit, au maximum sur les parcelles. Ça, c'est des couverts végétaux qui sont consommés avant d'implantation des cultures d'été, enfin d'été ou de printemps. Hein. On a parlé de pois chiches, on a parlé de lin, on a parlé de choses comme ça. Voilà, donc c'est des animaux qui consomment ça. Restitution, nous à 80%. On pâture les blés aussi. J'aurais dû le mettre avant, hein, puisqu'en fait, dans le temps, en fait, on commence par pâturer les blés et après on passe sur les couverts. Donc là, pâturage, moi je fais un seul passage au fin de talage, assez rapide. Il y a des ratios 100 brebis par hectare et par jour. Voilà, c'est des petits ratios que l'on a. Et bon, voilà, ça demande un petit peu de clôture, tout ça, mais c'est intéressant. Alors intéressant par rapport à la productivité du blé, je ne sais rien. Il y a des études qui le donnent. Effectivement, on peut aller jusqu'à 5 quintaux de plus, on entend, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Moi, comme je plafonne à 17-18 quintaux, si je faisais 5 quintaux de plus, ça se verrait très fort. Et ça ne marche pas. Donc bon, je ne dis pas, j'espère être à l'équilibre, j'espère que ça ne me dégrève pas. Mais au moins, les animaux passent sur les parcelles. On a ces échanges bactériens, ce qui m'intéresse, sur la fertilité du sol. Et surtout, ils me permettent d'installer mes couverts d'été. Parce que Félix, il disait qu'il faisait du sorgho, tout ça. Bon, ça, c'est des cultures qui s'implantent au printemps, enfin après une céréale, très certainement. Et on a tout essayé dans les coteaux gersois. Ça ne marche pas, quoi. Enfin, je dis parce qu'on est tout le réseau agro notamment à essayer ça et c'est très compliqué sauf des situations très particulières de bas-fond ou je sais pas quoi ou de piémont ou des situations irriguées ou des années comme l'an 2021 qui a été assez arrosé mais qui est très exceptionnel en fait où on arrive à avoir des couverts d'été qui marchent parce que je parle en bio aussi toujours pareil hein, dans nos conditions hein, parce que effectivement semer un couvert, c'est facile. Hein. Semer, on y arrive, très bien. Lever, on y arrive aussi parce qu'on a le matériel, on a les semoirs de semi-direct à dents, on fait tout ça, on arrive à faire lever. Mais de là à avoir de la biomasse à la fin de l'été qui correspond à quelque chose, ça c'est vachement moins évident. Donc du coup, ça on a abandonné. Moi j'ai abandonné, on a perdu trop d'argent, on a jeté trop de graines en fait, c'est quelque chose que j'ai abandonné. Mais par contre, grâce aux animaux, j'ai réussi à remettre un petit peu de couverts d'été, même si je les ai ratés en 2022. Voilà, à cause de ce temps, sans doute, et du fait que j'ai semé trop tard, je pense. Et bien, c'est un moyen de sécuriser un petit peu les couverts d'été, parce que je sème avant de passer le troupeau dans les blés. C'est-à-dire que je sème au quad, et après je passe le troupeau, et le fait de piétiner, les animaux piétinent les graines, donc en fait le contact est bien réussi. Le fait de tondre, ça remet de la lumière, et du coup on réussit quand même, là sur les 4 dernières années, il n'y a que l'an dernier où ça n'a pas marché. Les 3 autres années, on avait réussi des beaux semis en fait, avec des belles réussites en termes de trèfle violet dans les céréales. En fait, voilà ce qu'on a après la récolte de blé. En fin d'été, voilà ce qu'on arrive à avoir assez régulièrement. C'est lié au troupeau. C'est juste pour dire que pour moi, le troupeau, c'est vraiment un outil agronomique. C'est un outil, je ne suis pas comme Félix qui lui est en train de réduire ses céréales en fait, pour mettre davantage d'herbe et c'est un éleveur. C'est un vrai éleveur en fait qui fait du pâturage tournant, qui optimise ses surfaces, tout ça.
Moi, mon objectif, il n'est pas là. Moi, je suis un céréalier qui cherche à mettre de l'élevage pour faire du pain, pour faire du blé, etc. Parce que je crois qu'en termes de société, en termes territorial, en fait, on est obligé, enfin, c'est ce qu'on a dit ce matin, hein. Je crois très fort à ce système polyculture-élevage, tout réparti sur le territoire. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de culture pour l'homme et le moins de surface possible pour l'animal. Je crois, avec mes 180 mètres à peu près, je crois qu'il y a un équilibre chez moi autour de 30%, 25-30% de la SAU, de la surface, en fait, 30%, allez, 30% de la surface qui est destinée aux animaux, en fait, en rotation, en fait, pour pouvoir faire des céréales de façon correcte derrière, et il me semble, mais ça sera affiné, il n'y a pas assez de recul pour ça. Bon, là, c'est juste pour dire où est-ce qu'on va, hein. Donc ça, c'est dans les blés, les 2 premières diapos, vous l'avez vu. Après, on va dans les pruniers. Je suis arrivé dans les pruniers à 25 km de chez moi sur la Romieux pendant l'hiver, parce que là, il y a vraiment les mois d'hiver qui sont compliqués, là, hein. Ça pousse plus. S'il pleut, il faut que ça soit portant, tout ça. Donc on est parti à 25 km de la maison, on est parti avec le troupeau des reproducteurs, des reproductrices et tous les agneaux dans ces hectares-là. Il y a 44 hectares de pruniers, chez Oscar Coupé à la Romieux pour ceux qui connaissent. Et là, il y a vraiment un échange. Alors, il n'y a pas de contrat, comme tu disais tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire des contrats. On en a marre des contrats, en fait. De l'administratif, tout ça, ça commence à... Voilà. C'est plus voilà, des convictions, un intérêt commun. Lui, comme je disais tout à l'heure aussi en aparté, cette année, il a décidé d'arrêter de mettre ses amendements organiques et ses engrais organiques, en fait, parce qu'il y a des animaux longtemps et depuis 3 ans sur ses pruniers. Donc, il a estimé, avec l'INRA, il a mis l'INRA dessus, je ne sais pas où, ni qui, mais il a mis voilà, de la recherche dessus pour essayer d'avoir ces estimations-là. Et il estime que, voilà, donc je disais aussi que ça lui évite tout le broyage. Les drageons, on en a parlé un petit peu ce matin aussi. Les drageons du prunier qui drageonnent beaucoup, et pour lui, ça lui mobilisait 3 personnes pendant 15 jours à 3 semaines, en fait, tous les printemps pour sortir les drageons. Ça, c'est fini. Bon, tout ça, c'est des coûts qui se sortent quand même. Et moi, je suis content parce que j'ai de l'herbe, quoi. J'ai de la nourriture. Donc, je trouve que c'est des échanges qui sont quand même très intéressants. Voilà pour les pruniers. Là-bas, c'était juste pour mettre une photo pour tous les espaces. Quand on a des animaux, on a un œil qui s'exerce en fait sur la ressource et partout où je passe, en voiture ou quoi, on regarde ce qui se passe et essayez d'avoir cet œil-là un jour. Vous allez voir, il y a beaucoup d'herbes qui se perdent, il y a beaucoup de nourriture qui se perd dans les friches, les peupleraies, les vignes, les vergers, en fait, tout ce qui n'est pas utilisé, partout. Il y en a vraiment beaucoup ici, hein, je parle du Gers, sur notre territoire, ailleurs c'est peut-être pas pareil. Et voilà. Et donc on utilise aussi ça pour passer dans les jachères, dans les zones qui ne sont pas cultivées, les bouts de terrain incultes. Hier encore, je les ai promenés dans les bois. Enfin voilà, c'est vraiment des zones aussi qu'il faut gérer, qu'il faut essayer de remettre en route, mais qui sont aussi des sources de nourriture importantes, diversifiées, c'est très important pour elles aussi. Et puis là, bon, on ne voit pas la photo, mais on ne voit pas bien, vous ne voyez pas bien. Mais c'est parce qu'on se déplace à pied sur les petits chemins, en fait. Et là, c'était un matin à l'aube avec le brouillard, c'est joli, j'avais fait une photo. Voilà. et après, comme je vous l'ai dit au début, bon, je vous décris ce qui se passe. Hein. Après, comme je vous l'ai dit au début, l'été, ça devient compliqué dans le Gers. Vous savez bien, hein, tout se sèche, il n'y a plus rien qui pousse. Et là, pour nourrir un troupeau sans fourrage, ça devient compliqué. Donc j'ai le plus grosse partie du troupeau, c'est-à-dire toutes les reproductrices, et puis quelques moutons aussi, et quelques animaux un peu jeunes aussi qui partent en montagne. Et puis on y va, en plus on a décidé d'y aller à pied, ça c'était parce que c'est sympa, enfin, voilà, je trouve c'est marrant. La transhumance vient d'être reconnue et est en train d'être reconnue à l'UNESCO aussi, c'est quelque chose qui est protégé. Moi ça me parle un petit peu tous ces trucs-là. Et je trouve que ça met une parenthèse dans une vie de partir comme ça avec le troupeau. 3 semaines. Donc on commence par traverser le Gers, puis on arrive dans le 65, dans les petits chemins, etc. Puis après on se retrouve en montagne. Voilà, bon, c'est des petites étapes, 12 km par jour en moyenne, je marche 3 jours, je m'arrête un jour, etc. Je fais comme ça pour reposer les animaux et en même temps je rentre pour faire des trucs quoi, sur la ferme, des fois il y a des choses à faire. Et puis après on arrive en montagne, et là les animaux sont confiés à des bergers-bergères pendant 4 mois à peu près. Et là c'est aussi, voilà, c'est valoriser un territoire qui
je pense que c'est un potentiel de nourriture en fait pour l'homme. Moi je le vois du côté nutritionnel, du côté nourriture, je ne vois pas trop du côté paysage, mais on pourrait le voir de ce côté-là aussi, côté environnemental, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, en Europe, si j'ai bien compris, la biodiversité c'est dans les prairies, c'est pas que dans les forêts, c'est aussi dans les prairies diversifiées, et c'est là où elle est la plus importante, et on a peut-être notre rôle à jouer aussi, mais surtout c'est une zone où on a de l'alimentation, quoi. Dans l'alimentation, et on est très aidé heureusement pour ça aussi, pour pouvoir mettre ces animaux-là en montagne, et autrement ça serait pas possible, et ça c'est voilà, c'est intéressant. Et après, pendant ce temps, dans le Gers, ça s'arrête pas, hein. Pendant que les animaux sont en montagne, j'ai toujours un troupeau qui reste dans le Gers, c'est le troupeau de vente, qui sont constitués par les réformes, alors je fais pas d'agneau, je fais du mouton. Alors du mouton, pourquoi du mouton au lieu de faire de l'agneau? Parce qu'on est sur des races rustiques qui ont perdu leur rusticité d'ailleurs, hein. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais souvent les races rustiques, comme on les a mis en bâtiment depuis 30 ans, on les a sélectionnées sur leur productivité, sur leur croissance, sur tout ça. En fait, on a perdu en rusticité, donc maintenant il faut les refaire partir dans l'autre sens, c'est pas si simple. Et en même temps, du coup, c'est quand même des animaux qui produisent pas beaucoup. Quand elles produisent un agneau, moi je suis content. Voilà, l'objectif c'est un seulement. Alors que sur les races classiques, c'est plutôt deux, hein. Moi j'ai des copains, ils sont à 2,7 en prolificité, donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a moins de choses à vendre finalement, hein, puisque j'ai que un en productivité. Donc l'idée c'était, au lieu de vendre un agneau à 18 kg, et bien j'attends un peu, puis il passe à 40 kg, et avec un seul agneau, je fais 40 kg de vente au lieu d'en faire un à 18. Donc en gros, c'était l'idée. Je double la productivité en fait avec une prolificité qui est ridicule. Bon, c'est un petit peu technique ce que je vous raconte là, mais c'est juste pour essayer de mettre de l'économie sur la ferme quand même, parce que il faut que l'on vive. Alors effectivement, on a sorti toutes les charges. Je vous ai parlé juste de 400 à 500 000 euros tout à l'heure, je vous ai dit, pour installer un atelier d'ovin classique, bâtiment, voilà. Moi, en matériel, là, il m'a fallu 15 000 euros. Avec 15 000 euros, j'ai installé l'atelier. 15 000 euros, ça comprend quoi? Ça comprend tout le système de clôture. Vous allez le voir, ben voilà, le quad, ça comprend le broyeur. Un broyeur qui se tire derrière le quad pour passer juste avant de poser les clôtures. Ben, peut-être que je vais le... Voilà. Le système de clôture sur quad, donc le système Spider, il y en a sans doute qui connaissent, qui se pose voilà, très facilement. Alors j'ai deux troupeaux, donc un troupeau de reproducteurs et un troupeau croissance. Comme le troupeau reproducteur là, il est en montagne pendant l'été, le croissance il reste en Gers sur les luzernes. On pâture les luzernes pures toute l'été parce que c'est le seul truc qui est vert. Et en fait on se débrouille avec ça. C'est-à-dire que là en gros il me faut une demi-journée par semaine pour faire le parc. En gros une demi-journée de clôture, je fais le parc pour la semaine entière et puis voilà, comme ça je tourne toutes les semaines. Donc c'est ce système-là qui coûte un petit peu d'argent avec toutes les clôtures, le système sur le quad, le broyeur, les abreuvoirs, quelques postes clôture mobiles solaires, là, voilà. Voilà. Et tout ça, c'est 15 000 euros à peu près d'équipement et un parc de contention mobile tout en alu, là, magnifique, qu'on a acheté à 2 aussi, et avec des aides région, heureusement. Parce que pour bien différencier, heureusement qu'on a toutes ces aides-là aussi, qui nous permettent finalement, avec 15 000 euros, de pouvoir installer l'atelier. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est la dernière photo que j'ai mise, oui. Donc là, on est pendant l'été, dans le Gers. Donc vous voyez, cette année, c'est une photo de cette année, vraiment pas grand-chose à manger. C'est super chaud. Il y a des moments où on serait cru dans le Sahel, en fait. Enfin, vous connaissez bien les terres gersoises avec des fentes grosses comme la main dans le sol, des luzernes qui poussent presque plus, et des animaux qui, miraculeusement, je ne sais encore pas comment parce que je ne suis pas éleveur, en fait je le deviens petit à petit mais avec beaucoup de modestie, et ben, qui se tiennent, qui arrivent à être pas grossir, pas trop grossir du moins, mais au moins se tenir en fait, et qui ont vraiment passé cette période-là avec vraiment rien à bouffer. On ne sait pas comment... voilà, la brebis c'est quand même très adapté au milieu sec, du moins ces races-là, c'est quand même assez impressionnant. Et par contre, il a fallu des surfaces, il m'a fallu beaucoup de surfaces, c'est là où le territoire intervient en fait, avec les voisins, etc. C'est là où il n'y a pas de contrat, comme le disait, mais il y a des poignées de main et des sourires et des échanges. C'est là où sur le plan social aussi c'est important, parce que moi ça fait 25 ans que je suis installé à Saint-Puy et je ne connais pas mes voisins.
Comme beaucoup dans le monde agricole, on est même un peu fâché, parce qu'à un moment donné, il y a eu soit un chemin, soit une terre agricole, soit un truc qui s'est passé que moi je voulais, que toi tu voulais. Et finalement, à part la CUMA, on n'a pas beaucoup de moyens, pas d'autres moyens de la CUMA matérielle, on n'a pas beaucoup de moyens de se parler. Et là, franchement, je suis très surpris. Parce qu'ils viennent me voir, ils me disent, si tu veux, viens pâturer, moi j'ai des surfaces, j'ai de la luzerne, j'ai fait des coupes, c'est bon, viens, il n'y a pas de problème. Ils savent très bien qu'ils vont éviter un coup de broyeur et peut-être un peu de fertilité. Et moi, ça me donne de l'alimentation. Et vraiment, il y a des échanges, du coup, on discute, etc. Je trouve ça très intéressant. Et parce que j'ai passé 20 ans sur le territoire sans ça, et ça change beaucoup la donne, quoi. Puis il faut voir aussi que c'est des animaux qui se voient, parce qu'ils sont dehors, en fait. Donc ils se voient, et donc les gens qui promènent, ceci, cela, ils sont tout le temps en train de m'interpeller aussi. Bon, c'est assez... Bon, on sort un peu du champ agricole, là, mais voilà, donc vous l'avez compris, j'ai pris en main finalement l'élevage, ce que je voulais pas faire au départ, ce que je voulais surtout pas faire au départ. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, parce que voilà, c'est pas évident de trouver des gens pour s'installer comme ça, et voilà, donc c'est un challenge, un nouveau métier, mais qui se fait, ce qui est très agréable, c'est autre chose, un autre métier complètement, quoi. Voilà. Merci Pierre.